La question qui se pose, au bout du compte, est celle-ci. Qu'est-ce qui a rendu un tel tour de force possible? À mon avis, il y a 3 facteurs liés. Selon Rumsfeld, 7 pays arabes devaient, et je cite, passer à la casserole. Il s'agissait de quel pays? L'Afghanistan, l'Irak, la Libye, le Liban, la Syrie, le Soudan et l'Iran. Alors, ça, c'était en 2001. Il ne s'agit pas de spéculer. Je ne vais pas aller deviner. Je vais voir, je vais essayer de vous rendre, de vous faire voir ce qui se dessine déjà en état de première esquisse sur le terrain syrien. Et tout ce qui se dessinera en Syrie va avoir, bien entendu, va entraîner ses répercussions dans les autres pays où il y a des prolongements. Tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde, évidemment, et vous exprimer à tous le bonheur que j'éprouve à me trouver sur cette tribune qui m'est chère. Je remercie mon ami Jacques Cheminade ainsi que mon amie Christine Der pour m'avoir donné pour la 1e fois l'occasion de m'adresser à travers cette tribune. La première fois, en effet, c'est pas nouveau ça. La première fois que j'ai eu cette occasion remonte à 1989. À cette époque, nos chemins se sont croisés, j'ai été invité, on a pris la parole, nous avons donné des conférences, Jacques Cheminade et moi, à Metz, à Paris, en Allemagne. Et puis, depuis, nous ne sommes plus jamais quittés. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais venu pour passer une dizaine d'années en France. Après mon retour, évidemment, les rencontres n'ont pas cessé, mais évidemment, les intervalles entre une rencontre et l'autre ne faisaient que se rallonger, comme vous pouvez l'imaginer, comme j'étais rentré pour reprendre mon travail au Liban. Alors, cela étant dit, à l'origine, cette rencontre aurait dû avoir lieu au mois de septembre, dans la première moitié du mois de septembre. À l'époque, l'actualité qui primait à mes yeux, c'était l'actualité du Liban, dans la suite, bien entendu, de ce génocide absolument odieux que pratique Israël à ciel découvert depuis aujourd'hui 15 mois. Donc, à l'époque, il m'a été demandé de parler du Liban, effectivement, et je m'étais préparé pour le faire. Mais, et là, pour un petit ajustement, cher ami, les choses ont depuis changé considérablement, et au moment où s'annonçait le cessez-le-feu entre Israël, qui continue de louvoyer et de faire comme si cessez-le-feu il n'y avait pas eu, avec le Hezbollah, voilà qu'on assiste à la chute du régime de Bachar al-Assad et de sa fuite sur un avion de guerre russe pour aller s'installer en Russie en tant que réfugié humanitaire plutôt que réfugié politique. Alors, depuis donc, le sujet a été modifié. Est-ce que nous avons pour autant changé de registre? Non, c'est toujours le même registre. À travers le Liban, à travers la Syrie, à travers la Palestine, à travers toute cette région du monde qui est absolument interdépendante et qui a été créée avec cette géopolitique qui lui est propre actuellement par les accords Sykes-Picot, les accords franco-anglais qui remontent à l'époque de la Première Guerre mondiale, en 1917, eh bien, elle est toujours dans la tourmente, une tourmente qui a été considérablement accentuée par la création de l'entité sioniste, aussi comme tel un cancer greffé
au sud de mon malheureux pays. Alors donc, on n'a pas changé de registre, mais nous avons choisi de passer d'un volet de ce même registre à un autre qui lui est intimement lié. Ainsi donc, la question qui se pose aujourd'hui, la question qui m'a été posée à travers Christine, a été de savoir, après la chute de Bachar el-Assad, vers où va le Proche-Orient? C'est ça la question. Et c'est ça la question à laquelle je vais tâcher de répondre. Évidemment, nous aurons, enfin, je l'espère, un débat suivra entre nous et nous pourrons envisager toutes les questions qui se posent dans le prolongement de mon propos. Et naturellement, on pourra évoquer la France, l'un des artisans du sort du Liban à l'origine. On pourra évoquer bien d'autres puissances, que ce soit dans la région ou dans le monde. Alors, afin de pouvoir dire quelque chose de consistant, quelque chose de quoi que ce soit de sensé, en réponse à cette question, il nous faut commencer par prendre connaissance du terrain dans l'enceinte duquel a eu lieu l'action. Autrement dit, jeter un coup d'œil pour savoir à qui et à quoi exactement nous aurons affaire. Bon, c'est vrai que Bachar el-Assad est parti et donc une équipe, une opposition a pris la relève, mais est-ce qu'il s'agit là d'un simple événement interne de la Syrie, ou s'agit-il d'autre chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus de... Alors, c'est ça la question. Afin de pouvoir éclairer cet aspect des choses, force est de commencer par jeter un coup d'œil sur la géographie politique de la Syrie, ainsi que la répartition sur son territoire de la démographie. Elle est fondamentale, la démographie, pour comprendre les enjeux en vue dans cette région malheureuse du monde, ainsi que la répartition des forces armées en présence. Alors, pour ce qui est de la carte, elle est là? Non, pas celle-ci, l'autre d'abord. Voilà, justement. Donc il s'agit là de la carte du Proche et du Moyen-Orient. Avec la Syrie, on voit bien, enfin, elle a une façade sur la mer, mais elle trône en plein milieu de cette région du monde. Elle est entourée au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak, qui est à mi-chemin entre elle et l'Iran. À l'ouest, c'est la mer Méditerranée et le Liban. Et puis au sud, elle a sur sa frontière le Liban, la Palestine occupée, alias Israël, et la Jordanie. Donc voilà, elle occupe une place centrale parmi les pays qui sont partie prenante à ces enjeux régionaux. Et bien entendu, au-delà de la Jordanie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a un peu plus loin l'Égypte, etc. Donc voilà la place qu'occupe la Syrie dans cette région du monde. Qu'en est-il maintenant de la composition de sa population? Vous savez, bon, il y a d'abord, c'est une population composite, tant au plan religieux et confessionnel qu'au plan ethnique. Elle comprend des Arabes, des Kurdes, des Turcomans, etc. Au niveau religieux, elle est à une très forte majorité de religions musulmanes sunnites. Les sunnites comptent pour à peu près, enfin, bon, d'abord,
il faut savoir que les chiffres que je vais avancer sont des chiffres approximatifs, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de recensement dans ce pays. Et puis, les années de guerre, la Syrie est en guerre depuis 2011. Et depuis 2011, il y a eu des centaines de milliers d'individus qui ont été tués, morts. Il y a eu des dizaines et des centaines de milliers de déplacés. Il y en a un peu partout dans la région, notamment au Liban, qui est asphyxié par l'ampleur de cet exode syrien dans le pays, pour un petit pays, comme vous le voyez bien, comparativement à tous les autres, notamment à la Syrie. Donc, ce sont des chiffres approximatifs. Donc, 75 à 80%, grosso modo, des Syriens sont de religion musulmane sunnite, en comptant parmi les sunnites les Kurdes, qui sont d'une ethnie différente. Les Kurdes, la plupart des Kurdes, il y en a quelques chrétiens, mais la plupart, l'immense majorité des Kurdes sont des sunnites. Donc quand on fait un classement sur la base de l'appartenance religieuse et confessionnelle, donc 75 à 80% des Syriens sont de religion islamique du rite sunnite. Les Alaouites, qui sont également une minorité de l'islam, et il y a d'autres musulmans, des ismaélites, et avec eux on compte en général les Druzes, lesquels ont c'est une religion ésotérique. Elle affiche une appartenance à l'islam qui en réalité qui ne correspond pas à la réalité, parce que c'est une religion, on l'appelle la religion de l'unification. Elle procède d'une rupture véritable avec l'islam. C'est vrai que son origine est dans le milieu, elle procède du milieu islamique, mais elle se situe en rupture en réalité. Néanmoins, en rupture, parce que ce sont un autre système de croyances et de pensée qu'ils adoptent. Alors, donc, les Alaouites, les Druzes et les autres musulmans minoritaires comptent à peu près pour 15%, mais la plupart, l'immense majorité de ces 15% sont les Alaouites, et ils comptent pour 12 à 13% ou 11,5 à 13% de la population. Les chrétiens, bon, il y a une très très infime minorité de yézidis, avec les juifs qui sont pour 0,1%. Quant aux chrétiens, qui sont de toutes obédiences, mais en majorité des Syriaques et des Grecs orthodoxes, il y a des Maronites, il y a des Grecs catholiques, il y a des protestants, il y a de toutes les dénominations chrétiennes, mais c'est surtout les Syriaques. La formation initiale de l'église syriaque a eu lieu en Syrie, et sa référence première, Yaqub el-Barada, c'est un Syrien. Donc c'est pourquoi ils ont laissé des traces importantes. Mais en tout cas, les chrétiens de toutes obédiences comptaient avant la guerre pour près de 2 millions d'individus, soit à peu près 3% de la population. Maintenant, il en reste peu, en fait. Non pas parce qu'ils ont été massacrés, il y en a eu quelques-uns de massacrés, comme beaucoup de musulmans d'ailleurs, mais il y a eu surtout une hémorragie des départs de chrétiens en dehors du pays. Alors, si on jette maintenant un coup d'œil sur la répartition de la démographie, en faisant le croisement de la population avec la géographie, et en essayant de voir comment cette population se répartit. Non, la deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, on va voir que il y a un découpage ici. Nous avons notamment affaire à 3
minorités importantes. Nous avons les Kurdes, dont le pays se situe au nord-est de la Syrie. Nous avons les Alaouites, dont le pays est situé sur le littoral, Latakia, c'est la région de Latakia. C'est là où il y a d'ailleurs les fameuses bases militaires navales à Tartous et aériennes à Hmeimi. Toutes les deux bases se trouvent ici. Et puis il y a ici au sud de Damas, au sud-est de Damas, jusqu'au plateau du Golan, la Souaïda, la région de Souaïda, ça c'est le pays des Druzes. Les Druzes qui ont un prolongement, des prolongements, deux tentacules, une au Liban, et d'ailleurs beaucoup des Druzes qui sont établis en Syrie, à Houran et dans cette région à Souaïda, sont d'origine libanaise, qui avaient émigré après une guerre qui a opposé les deux grands partis traditionnels libanais, les Qaïsi et les Yamani. Le parti qui a été vaincu a subi une hémorragie. Ils sont partis en masse s'installer dans cette région que je viens de citer. Donc il y a des Druzes au Liban d'un côté, et il y a aussi une communauté druze qui compte à peu près 300 000 individus en Galilée. J'ai du mal à dire en Israël, c'est la Palestine occupée pour moi, vous allez me tolérer avec cette appellation. Alors, donc, et pour tout le reste, c'est tout le reste du pays. Évidemment, comme les musulmans sunnites sont aussi nombreux, eh ben, ils sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et quant aux chrétiens, les chrétiens, ils sont disséminés ici et là, mais il y en avait initialement une importante population dans la région nord, notamment à Alep, la région d'Alep, et dans certains villages des alentours. Bien entendu, il y a des chrétiens également dans les autres régions, mais à Alep, c'est un point de concentration. Alors, et ces détails sont importants parce qu'ils vont nous permettre de voir maintenant, de mieux comprendre le déploiement d'abord le déploiement des forces armées, que ce soit des forces armées locales ou étrangères, dans le pays, et pour en arriver ensuite à réfléchir sur les risques qu'on fait encourir à la Syrie par là et à travers la Syrie à l'ensemble de la région. Alors, en ce qui concerne donc le déploiement sur le territoire des forces armées, il faut se rappeler que la Syrie a baigné dans une guerre absolument meurtrière depuis 2011. Et cette guerre elle a pris son coup d'envoi en 2011. En 2015, elle a connu un tournant spectaculaire. Entre-temps, donc de 2011 à 2015, appelons-la l'opposition, parce que c'est vraiment très, très difficile d'adopter des dénominations tranchées, parce que ce n'est jamais, il s'agit jamais d'organisations qui sont d'origine locale, autochtone, de pur sang. Bien entendu, il y a des gens, il y a des groupes
émergeant dans la population elle-même. Il y a eu beaucoup de pénétration de ces groupes par des éléments étrangers. Enfin, des Tchétchènes, des Ouïghours, même des Européens, enfin, des mercenaires par-ci, par-là, et dont certains d'ailleurs aujourd'hui, pendant le mois qui s'est écoulé depuis le coup de force du 8 décembre, eh bien certains de ces éléments étrangers qui ont fait une carrière militaire parmi la fédération en question, la fédération de M. Ahmed Echar, certains d'entre eux ont été intégrés à l'armée syrienne, l'armée officielle, et même il y a maintenant tout un débat sur la légitimité de d'une promotion qui leur a été accordée récemment. Bon. Donc au début de la guerre, ils étaient, enfin les opposants, les groupes armés, c'est une nébuleuse de groupes d'importance, d'envergure fort diverses, qui étaient disséminés à travers tout le territoire. En 2015, il y a eu un revirement dans l'histoire de cette guerre qui a été dû à l'entrée en lice de l'aviation russe, les bombardiers russes, un plus grand engagement des experts iraniens, des experts militaires iraniens, avec les groupes armés de la résistance amie à l'Iran, notamment le Hezbollah libanais, ainsi que les principales organisations qui sont de la même obédience en Irak. Alors, l'entrée en lice de ces forces-là a entraîné un bouleversement de la donne. Donc, ces gens-là sont entrés aux côtés du régime de Bachar al-Assad et de son armée, et ont réussi, malgré les renforts qu'ont fournis les Turcs, les Américains, les Occidentaux de manière générale, des renforts en armement, même en hommes, des combattants qui ont été envoyés par dizaines de milliers prendre part aux hostilités. Donc, l'entrée en lice de ces nouvelles forces, de ces alliés, ont réussi à reprendre, à aider l'État syrien à reprendre le contrôle de la plupart des régions, et l'opposition, les différentes composantes de l'opposition ont été refoulées vers les périphéries, notamment la périphérie nord et la périphérie sud. Je dis la périphérie nord dans ces deux composantes, que ce soit la composante sunnite du côté de Idlib, voilà, Alep, mais c'est plutôt Idlib qui est... Idlib, ça a été la capitale de Hayat Tahrir al-Sham, enfin celle qu'a fondée Ahmad Shara. Alors, donc, et puis dès 2017, il a été lancé à Astana, la capitale du Kazakhstan, un processus visant à atteindre une solution politique, enfin un règlement politique du contentieux entre le régime et l'opposition. Ce processus a été lancé sous le triple égide des Turcs, des Russes et des Iraniens, mais il a été pris des orientations là, défini des orientations et pris des décisions, mais ces décisions sont restées sans lendemain, et force est de constater que
que c'est Bachar al-Assad qui n'a rien fait pour essayer de modifier les choses. Alors, donc, ces forces étrangères, ces forces, comment elles sont déployées? D'abord, pour ce qui est des forces étrangères, il y a d'abord la Turquie. La Turquie est présente militairement en Syrie, au nord du pays. Hein, ils sont là depuis au nord-ouest du pays, et notamment, et ceci depuis 2015, notamment à Idlib. Idlib, c'est là, voilà, c'est un peu plus haut qu'Alep. Ça, c'est pour ce qui est de la Turquie. Les États-Unis, eux, ils ont également des bases militaires, un grand nombre de bases militaires. On en compte 24, plus 3 autres points de stationnement. Et ces bases sont réparties dans cette région-là, la région, le nord-est de la Syrie, qui sont en partie dans le pays kurde, mais il y a aussi dans le reste de cette région, à Lepra, à Deir ez-Zor, etc. Et il y a en plus, là, ce point de jonction entre les 3 pays, l'Irak, la Jordanie et la Syrie, c'est ce qu'on appelle le point de passage de Tanaf. Alors là, ils ont réussi en 2016, les Américains ont réussi à déloger Daesh, qu'ils ont toujours prétendu traiter comme des ennemis. Mais en fait, ce sont les brebis galeuses, ce sont comme en a témoigné Mme Clinton, ainsi que certains généraux de l'armée américaine, ils ont reconnu que c'est eux qui ont formé Daesh. Ce n'est pas des ovnis qui leur sont tombés du ciel, ce sont leur fabrication. Et là, ils ont pris prétexte d'une lutte prétendue contre Daesh, les Américains, pour venir s'implanter ici. Et pourquoi ici? Pour 2 raisons. Parce qu'il y a les Kurdes, et on va voir tout à l'heure à quoi correspond le truc kurde, et parce que c'est la région riche en gisements pétroliers. Ils sont en train de pomper le pétrole des Syriens. Ça, c'est les Américains. Donc là, ils pompent le pétrole, contribuent à la protection des Kurdes, avec leurs revendications d'autonomie, et peut-être parfois ça déborde l'histoire de l'autonomie. Et puis, dans le Tanaf, eh bien, ils sont là pour contrôler tout mouvement de passage entre les 3 pays. Et puis, bien entendu, ça c'est du côté, en ce qui concerne les forces tutélaires de l'opposition, et il faut compter naturellement avec ceux-là. Et derrière les États-Unis, bien entendu, il y a les Britanniques, il y a l'Allemagne, il y a enfin tous ces pays qui se sont impliqués de manière très ouverte derrière eux, mais il y a aussi Israël. Et partout où vous cherchez au Moyen-Orient, vous allez trouver Israël. Il y a Israël qui occupe le Golan depuis la guerre de 67 et cette occupation qui a été reconduite en 73, enfin, et même élargie. Et puis là, dernièrement, on va évoquer ce qui s'est passé, mais je suppose que vous avez suivi l'actualité et vu comment les Israéliens ont mis à profit l'occasion offerte par le coup de force du 8 décembre pour étendre leur territoire d'occupation, pour entrer une affaire de 400 km², et même arriver jusqu'à une distance de 15 km de Damas. Damas n'est pas très loin du sud.
Bon, ça c'est d'un côté. Mais il y a d'un autre côté les Russes et les Iraniens. Les Russes se trouvent dans les deux bases que j'ai déjà évoquées, de Khmeimim et donc la base aérienne de Khmeimim et la base navale qui est là depuis 1992 à Tartous. Tartous qui est dans la région de Latakia. Et quant aux Iraniens, ils sont stationnés notamment au sud-ouest de la province de Damas et à Knaïtra dans le plateau du Golan, autrement dit, au plus près de la frontière avec Israël, l'ennemi par excellence pour les Iraniens. Alors évidemment, donc, ceux-là, c'est les soutiens du régime, mais à eux, il faudrait ajouter, pour ce qui est de la première phase, le Hezbollah, dont la participation aux affrontements au début a pesé d'un poids très lourd dans le changement de la donne, mais malheureusement, récemment, au moment où s'effectuait ce coup de force à Damas, le Hezbollah avait tant à faire contre Israël qui cherche à l'écraser et qui, même s'il a manqué de l'écraser totalement, avait quand même réussi à lui infliger de très lourdes pertes qui ont culminé avec l'assassinat de Sayyid Hassan Nasrallah. Symbole historique. Bon. Alors, donc, ceci pour ce qui est des forces étrangères. Pour ce qui est des forces armées de l'opposition, donc j'allais dire autochtones, mais disons majoritairement autochtones, pour les raisons que j'ai déjà citées, eh bien, à l'origine, elles étaient dispersées. Par la suite, ils ont dû se replier vers les régions périphériques. S'agissant d'ailleurs de cette opposition, eh bien, ce n'est pas du tout d'une organisation homogène et éventuellement unifiée qu'il s'agit, mais plutôt d'une nébuleuse d'organisations et de groupes djihadistes d'envergure diverses, mais pour l'essentiel à dominante islamiste, salafiste, voire avec maintes composantes issues d'Al-Qaïda et même de Daesh, les égorgeurs. Et pour ce qui est notamment de Hayat Tahrir al-Sham, et Hayat Tahrir al-Sham signifie en français organe de libération du Sham, le Sham étant un autre nom de la Syrie, al-Sham, Bilad al-Sham, c'est la Syrie, Bilad al-Sham. Donc, pour ce qui est de Hayat Tahrir al-Sham, qui a été l'affaire de lance du coup d'État du 8 décembre, et ce n'est en réalité qu'une fédération parmi d'autres, au sein de ce grand cadre rebelle, aussi dirigé par Ahmad al-Shara, alias Abu Muhammad al-Joulani, c'est comme ça sous ce nom qu'on l'a connu dans les années de guerre. Lui qui était, enfin, le fameux leader de Jabhat al-Nusra. Alors, celle-ci, Jabhat al-Nusra, à l'initiative de M. Shara, s'était dès juillet 2016 détaché d'Al-Qaïda, parce qu'à l'origine, ils avaient fait partie de l'Al-Qaïda, et même à un moment donné, il s'était intégré à Daesh, et il s'est détaché de Daesh donc, en 2016, à coup de combat d'ailleurs hautement meurtrier, et pour finir, au bout du compte, par s'établir à Idlib, où en zone d'influence et d'occupation turque.
Les Turcs sont là, ils ne sont pas une armée d'occupation. Ils viennent défendre, soi-disant, ils viennent à s'installer pour empêcher les incursions des Kurdes dans leur propre pays. Il y a un alibi fort commode. Alors, donc cette organisation, c'est une fédération que Ahmad Shara a réussi à former, à l'origine par le rassemblement d'un grand nombre de groupements multiples et dispersés ici et là, et puis en se déplaçant en venant s'installer à Idlib, il l'a fait après y avoir intégré d'autres groupements qui étaient d'obédience turque, appelés Tahrir, l'armée nationale, etc. Diverses. Alors, qu'en est-il maintenant du coup de force du 8 décembre? Qu'est-ce qu'il en a résulté au plan interne d'abord? Au plan interne, Bachar el-Assad a été renversé, il s'est évadé, on ne va pas répéter ce qu'on a dit, son régime est renversé pareillement, Ahmad Shara prend de facto sa relève en sa qualité de leader suprême du mouvement qui a réussi le coup de force. Il forme un gouvernement de transition pour expédier les affaires courantes pendant 3 mois, mais aussi il pourvoit l'administration publique de cadres et directeurs. Bon, tout ça, c'est pour les 3 mois à venir, mais déjà on commence à voir s'élever des protestations parce que avec des tendances qui se dessinent à prolonger la période de 3 mois décidée au départ, et il promet de réunir prochainement une conférence nationale, une conférence syrienne du dialogue national pour l'élaboration d'une nouvelle constitution et jeter les bases du nouveau régime à mettre en place. C'est vous dire qu'ils n'ont pas d'emblée de programme ni de projet de constitution. Hein. Ce qui est d'ailleurs une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne parce que elle fait semblant de vouloir en référer aux électeurs et aux forces populaires et syriennes pour décider ensemble. Mais c'est une mauvaise chose parce que on sait bien que dans ce vide d'idées au sujet de la Constitution, eh bien, ce sont les professions de foi islamistes, la tradition perpétuée du salafisme islamique qui va combler le vide. D'ailleurs, récemment, on a commencé à voir, je ne sais pas si vous avez reçu des échos de cette histoire, il y a même des amendements qui ont été d'ores et déjà introduits sur les programmes d'enseignement. Hein. Les programmes d'enseignement allant dans le sens, et même d'ailleurs, par exemple, ils ont imposé, non, même avant de parler du programme d'enseignement, ils ont commencé ils ont instauré la flagellation de 25 coups de fouet à tout celui qui quitterait la mosquée le jour de la prière, le vendredi. Et d'ailleurs, on a assisté à la flagellation de 2 types l'autre jour, enfin le vendredi dernier, sur la place publique, et tout le monde les badauds étaient là et se sont rassemblés comme pour célébrer le truc. Écoutez, je ne suis pas en train moi, j'essaie de décrire comme un être venu de Mars. J'essaie d'adopter l'attitude la plus détachée que je puisse, mais forcé de décrire les choses comme elles se présentent.
Donc d'un côté, il y a ça, la flagellation, imaginez, et puis d'autre part, vous savez qu'il y a Al-Fatiha en islam. Lire Al-Fatiha, Al-Fatiha évoque إنه واعطنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين, ça c'est la fin de la Fatiha. المغضوب عليهم, ce sont ceux qui sont maudits. Ça c'est la traduction littérale. Les maudits et les égarés, الضالين. Et ils ont imposé la traduction de ça en faisant du Maghdub alayhim, c'est-à-dire les maudits, les juifs, et les égarés, les chrétiens. Ça c'est, si Dieu avait voulu identifier les Maghdub alayhim et les Dallin de cette façon, il l'aurait fait. Il l'aurait fait dans le texte coranique. C'est une sourate. Non, eux, voilà, donc ils s'autorisent à en faire cette interprétation. Et puis, bien entendu, cette histoire-là est suivie par d'autres éléments du credo salafiste sur lesquels on n'a pas le temps de nous attarder. Mais en tout cas, c'est désormais publié dans la presse. Alors, donc, en plus de ce qu'il a, donc j'ai dit en quoi a consisté au plan interne le tour de force, mais en plus, il a invité les autres organisations djihadistes, parce qu'il en reste de nombreuses. Et il y en a une notamment très importante qui a une présence dans le nord, du côté le nord-ouest, donc du côté d'Alep, mais elle a également une présence importante à l'est, le nord-est, et c'est Al-Jabha al-Shamiyya, le front Shami. Shamiyya, c'est syrienne. Al-Jabha al-Shamiyya. Alors, il les invite à déposer il les invite à rejoindre le processus, mais à condition de déposer les armes d'abord. Donc, déposer les armes et venez prendre part à ces assises nationales pour le dialogue constitutionnel, etc. Mais fort est de constater que la plupart de ces groupes, notamment Al-Jabha al-Shamiyya, a déclaré, a fait connaître son opposition à abandonner les armes et il s'est dit prête à recourir aux armes pour faire face à ce dictat si besoin est. Donc ça c'est l'un des aspects qui ne sont pas à l'actif de la performance. Mais en parallèle, parmi les performances, eh bien, on a vu le machiavélisme d'Israël. Israël a profité de ce qui vient de se produire et pendant moins d'une semaine, il a lancé, je ne me rappelle plus combien, près de 400 raids d'aviation pour détruire toutes les réserves stratégiques de l'armée syrienne, l'armement, les dépôts de munitions, les bases navales, l'aviation syrienne, les chars, tout ça a été réduit en cendres. Et pas un mot n'a été prononcé, ni par Ahmad al-Shara, ni par aucun de ses lieutenants. Bien au contraire, le préfet de Damas qui vient d'être nommé, eh ben, on l'a vu l'autre jour, tenir des propos très élogieux
et faire savoir qu'ils appellent de leur vœu le lancement d'un processus visant à conclure la paix avec Israël. Donc c'est pour vous dire vers où donc ça fait partie de la performance réalisée. Alors cela étant dit, alors la question qui se pose au bout du compte est celle-ci. Qu'est-ce qui a rendu un tel tour de force possible? À mon avis, il y a 3 facteurs liés. 3 grands facteurs. 1. Une bienveillance diversement manifestée des États-Unis et derrière eux les États de l'Alliance Atlantique, dont en l'occurrence la Turquie, la plus impliquée sur le terrain aux côtés de Ahmed al-Shara. C'est plus qu'évident. Et d'ailleurs, c'est le premier responsable étranger qui est rendu visite et qui a eu une rencontre au sommet avec M. Shara, c'était le ministre Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, la semaine dernière. Et donc cette bienveillance, avec la bienveillance des Occidentaux, bienveillance, qu'est-ce que vous voulez de plus que M. Shara, qui avait été classé parmi les terroristes mondiaux, n'est-ce pas? Il est sur la liste des terroristes les plus dangereux dans le monde. Alors, subitement, il devient une personne tout à fait dans les normes, normale. On la reçoit à la CNN, enfin sur les médias. Et maintenant, des mesures sont en route pour éliminer son classement parmi les terroristes. Ça, c'est, si l'on veut une marque, il n'y a pas plus évident que ça. Et donc, d'un côté, la bienveillance des États occidentaux, et surtout des puissances qui sont sur le terrain, mais aussi la connivence machiavélique d'Israël dont je viens d'évoquer les principales manifestations. Deuxièmement, le deuxième facteur, c'est une reddition quasiment totale qu'on a observée de l'armée syrienne, qui n'a opposé nulle part aucune résistance aux troupes assaillantes. Aucune. C'est comme si cette armée était tombée en déconfiture tout d'un coup. Et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi. Vous savez, la Syrie a été affamée pendant au moins les 7-8 dernières années, pendant que le processus lancé à Astana se prolongeait de long en large. Eh bien, les États-Unis ont infligé à la Syrie une implacable politique de sanctions, n'est-ce pas, qui l'a étouffé, qui a privé les Syriens des vivres, qui a entraîné une chute considérable, encore plus importante que celle que nous avons suivie au Liban. Là aussi, il ne faut pas oublier ce que nous avons suivi. À tel point que le salaire mensuel de l'officier syrien n'atteint plus que $8, l'équivalent en livres syriennes de $8. Alors, probablement, une population affamée, une armée affamée, l'armée libanaise avait été affamée également, mais ils ont, comme leur politique consistait à éviter l'effondrement tout en se mettant l'armée libanaise sous leur protection, les Américains ont ouvert les vannes de Qatar. Et donc ils ont envoyé
le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun, qu'on propose aujourd'hui pour président de la République, eh ben, ils l'ont envoyé démarcher les Qataris pour obtenir une cotisation mensuelle pour chaque officier et chaque soldat de $100 qui leur permettent de vivre. Regardez comment les États-Unis sont en train de traiter, ils nous traitent tous. Donc, on peut comprendre. Et puis déjà, le régime, il a laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de haine, beaucoup d'amertume, beaucoup de rancune. Il y a eu le régime a été miné par la corruption, comme chez nous au Liban. Et tout ça sous la haute bienveillance des États-Unis. On peut comprendre par là qu'il n'est pas trouvé en eux, l'armée n'est pas trouvé la motivation pour repousser, pour faire face à ces forces assaillantes et les repousser. Et le troisième facteur, bien entendu, à partir de 2015, on avait compté sur l'apport, sur le soutien des Russes et des Iraniens. Cette fois-ci, ils n'ont pas bougé. Ni les Russes, ni les Iraniens. Pourquoi? Cela reste un mystère. Évidemment, il y a des versions. D'aucuns disent que des accords ont été conclus, un deal a été conclu entre les Américains et Poutine sur l'histoire de l'Ukraine, en même temps que les Iraniens auraient conclu un accord avec le futur président, enfin le président qui va entrer en fonction le 22 mois. Tout ça c'est des théories, on ne sait pas. Mais on comprend que si l'armée du pays ne veut pas se battre, les amis ne vont pas se battre à sa place. Donc, voilà les trois facteurs combinés qui expliquent. Et puis, dans un pays qui a été affamé et réduit à l'impuissance, qui avait saigné pendant 14 ans, de 2011 jusqu'à 2024 finissant, 2025, évidemment, eh bien, c'est un pays exsangue, et bien entendu, il ne pouvait pas en sortir davantage. Alors, cela étant dit, quelles sont les retombées qui risquent de dériver de ce tremblement de terre, de ce cataclysme qui s'est produit en Syrie? Quelles retombées risque d'avoir sur le Proche-Orient? Je vais passer en revue assez rapidement les choses. Il ne s'agit pas de spéculer. Je ne vais pas aller deviner. Je vais essayer de vous de vous faire voir ce qui se dessine déjà en état de premier esquisse sur le terrain syrien. Et tout ce qui se dessinera en Syrie va entraîner ses répercussions dans les autres pays où il y a des prolongements. Je commence d'abord par la première incidence. Tout d'abord, le régime en passe d'être instauré à la place du régime des Assad. C'est un régime islamiste. Il a affiché la couleur. Le régime des Assad, c'était un régime civique. C'est vrai que la Constitution avait stipulé que la religion du chef de l'État soit l'islam, mais nulle part il n'a été dit que les législations seraient et les réglementations, etc., seraient inspirées de l'islam. Donc, l'État a été édifié sur des bases civiles et tous les citoyens syriens
pouvait occuper n'importe quelle place sauf la présidence de la République. Celle-ci, elle est réservée à un musulman, mais tout le reste, tous les postes ministériels, législatifs, administratifs, tout ça était ouvert à tout le monde. Alors que là, ben, avec le classement, non, les maudits et les maudits juifs et les égarés chrétiens, évidemment, on ne va confier de postes de responsabilité publique, ni les maudits, ni les égarés. Ça, c'est une première incidence, et ceci va entraîner inévitablement de profonds conflits dans le pays même, et qui est dans la mesure où les frontières de la Syrie ne sont pas fermées. Vous savez, nous avons au Liban, il nous a été infligé, et j'en blâme nos amis occidentaux, notamment l'Union européenne qui a été chargée de faire ce sale boulot. Pendant que nos propres enfants, les Libanais, et en particulier les chrétiens, parce qu'ils sont, enfin, c'est une question de nombre, c'est pas parce qu'ils sont persécutés au Liban, mais parce qu'ils ont été les plus disposés à partir sous la pression de la crise financière et économique qui nous a été infligée. Eh bien, le pays se retrouve avec sur les bras un demi-million de Palestiniens, des réfugiés palestiniens, qui sont des sunnites. Et moi, écoutez, je suis sociologue, de profession, j'utilise ces termes comme pour la classification, pas pour autre chose. Donc, on a 500 000 Palestiniens qui sont réfugiés au Liban, et nous avons aussi, depuis la guerre, enfin les premières années de la guerre en Syrie, nous comptons aujourd'hui au Liban une masse de Syriens déplacés qui se chiffre à 2,5 millions d'individus, dont les 80%, 75 à 80% sont quoi? Et même je dirais plus, ils sont des sunnites. Donc imaginez, vous avez 2,5 millions de sunnites syriens et 1 demi-million de sunnites palestiniens. On peut, vous savez, les manipulations telles qu'elles se pratiquent dans cette région du monde et telles que peuvent les pratiquer les Américains, les Israéliens avec leur Mossad, etc., ils peuvent même en faire une seule et même population. Enfin, et alors, donc ça fait 3 millions de sunnites en plus, alors que les chrétiens sont en train la masse chrétienne est en train de fondre. Et pourquoi c'est fait là-bas? Pourquoi on tient dans un petit pays aussi exigu que le Liban, alors que la Syrie est tellement... Elle est 70 fois plus grande que le Liban. Et pourquoi on tient à nous l'imposer? Moi, je l'ai écrit, je l'ai dit partout sur les chaînes de télévision, pour la bonne et simple raison qu'Israël a découvert au terme de de ces guerres successives, depuis l'invasion du Liban jusqu'à Beyrouth en 82, jusqu'à hier, Israël, toutes les guerres qu'il a lancées contre la résistance au Liban, elle n'a pas réussi à avoir gain de cause avec elle. Et donc, elle a compris que désormais, c'est vrai qu'on peut lui infliger des pertes, mais infliger des pertes, c'est une chose, n'est-ce pas, colonel? Et perdre la guerre ou la gagner, c'est autre chose. Alors, donc ils ont compris. Il n'y a pas d'autre alternative pour garantir à Israël une victoire que d'essayer de plonger la résistance dans une guerre intestine, une guerre sunnite-chiite. Sinon, je ne vois pas pourquoi les Occidentaux
Et nos amis européens veulent nous infliger, et ils financent d'intégrer les Syriens déplacés chez nous. On ne comprend pas. Donc c'est pour vous dire que ce qui arrive en Syrie, ce n'est pas quelque chose d'indifférent à notre sort, parce que nous allons en subir les contre-coups. Et les contre-coups en seront suivis également en Irak, dans tous les pays du voisinage. Ça, c'est de un. La deuxième chose, et là je vais citer rapidement, parce que je ne vais pas vous assommer, donc les tensions entre les divers courants islamistes, de l'islamisme sunnite. Vous savez, il y a la Turquie et le Qatar d'un côté, qui sont eux des fréristes, c'est-à-dire frères musulmans, mais vous avez en face l'Égypte et l'Arabie saoudite, deux autres pays à dominante sunnite, qui ont une autre façon d'être, etc. Ces dissensions entre islamisme vont entraîner une implication de plus en plus importante ou attirer des convoitises, attirer des ingérences de la part des différents pays. Et donc, la Syrie va se transformer en un champ de bataille entre divers sunnites. Et on peut dire la même chose. Les tensions confessionnelles entre sunnisme majoritaire et minorité chiite. L'Iran, par exemple, elle est jetée dans le camp des ennemis. Elle est devenue l'ennemi, alors que hier, c'était l'un des principaux amis du régime en place. Et puis, il y a évidemment, et avant tout, la tension entre les chrétiens et les musulmans. Mais bon, celle-ci ne va pas compter tellement. Pourquoi? Parce que il n'y a plus qu'une minorité chrétienne, on peut s'en passer, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est pour vous dire, et une telle règle qui serait instituée en Syrie, qu'est-ce qui va l'empêcher de se répandre tout autour? Ça, c'est pour ce qui est des incidences internes et les répercussions qui risquent d'en résulter et d'en déborder sur les autres pays. Le deuxième, la question kurde. On assiste avec ce qui vient de se passer à une résurgence de la question inédite de la question kurde, qui, quant à elle, concerne non seulement la Syrie, mais en plus, et avant tout, la Turquie, parce que c'est celle qui héberge le gros de la population kurde. Il y a près de 18 millions de Kurdes en Turquie, contre uniquement moins de 3 millions en Syrie. Et en Irak, il y a plus. Donc ça va concerner également la Turquie, l'Irak et l'Irak où Israël a déjà, et depuis de nombreuses années, après la guerre qui a entraîné l'éclatement de l'Irak et son démembrement en 3 entités de facto, qui continuent à faire un seul pays, mais de facto, on a là de plus en plus 3 entités étatiques. Alors, il y a eu depuis une implantation d'une station importante, très très importante, du Mossad israélien au Kurdistan irakien. Alors, vous imaginez ce qui risque maintenant de se passer, comme on n'a plus affaire à un régime comme celui de Bachar al-Assad. Je ne suis pas en train de faire sa louange, mais je suis en train de constater. Lui, il était dans le camp des ennemis avec Israël, c'est affiché. Donc, alors là, les vannes sont ouvertes. Ils ont détruit toutes les ressources de défense de l'armée syrienne. Pas un mot n'a été dit de protestation. Au contraire, le préfet de Damas appelle à la paix avec Israël. Bon, c'est pour vous dire que demain, eh bien, si au Kurdistan d'Irak, on a eu comment on appelle, cette agence de la Syrie, eh ben, on peut s'attendre à la création de toute une institution, n'est-ce pas, de grande envergure, qui s'étendrait depuis l'Irak jusqu'à la Syrie. Et ceci
va entraîner quoi? Va entraîner une exacerbation des tensions. En principe, l'Iran, la Turquie et Israël sont des alliés. Parce que, bon, évidemment, mis à part la duplicité du président Erdogan, eh bien, la Turquie a continué à faire le commerce avec Israël, à approvisionner, etc., alors que les Houthis bloquaient les voies maritimes du côté de la mer Rouge. Eh bien, Erdogan continuait à approvisionner Israël de toutes choses pendant qu'Israël massacrait les Palestiniens, les massacrait. Bon, mais ceci, alors là, ça va entraîner, c'est une tension, et c'est un facteur de guerre entre les deux pays. La même chose qui se dit à propos des Kurdes, se dit également à propos des Druzes qui se trouvent aux frontières avec Israël. Et dans la mesure où Israël va chercher à manipuler les Druzes et à les pousser, les encourager, comme il le fait d'ailleurs, en se servant du chef spirituel des Druzes en Israël, qui est le cheikh Amin Mouafaq Tarif, eh ben, s'ils ouvrent ce chantier, le Liban va être le deuxième pion en vue. Parce que les Druzes, ils ne vont pas laisser les Druzes libanais tranquilles alors qu'ils veulent œuvrer en vue de la création d'un mini-État druze au sud de la Syrie. Cette entité druze qu'on peut redouter, eh bien, menace, là encore, comme les autres menaces qu'on a évoquées, elle menace de devenir également un problème libanais. Pour l'axe de la résistance, nous n'allons pas en parler. Oui, mes chéris, je termine, t'inquiète. Écoutez, j'ai ma fille qui est prof d'université et elle a peur que je vous ennuie. Bon, je ne vais pas... J'en ai encore pour 5 minutes, si vous me tolérez. Alors, donc pour l'axe de la résistance contre Israël, cet axe qui se prolonge de l'Iran jusqu'à la Méditerranée, le Liban via le Hezbollah, jusqu'à la Palestine, etc. Tout ça passé par la Syrie. Et donc, le changement de régime entraîne une cassure très profonde. Et les principales voies d'approvisionnement de Hezbollah, la résistance au Liban, en munitions et armes, eh ben, c'était la Syrie. Désormais, le robinet va être fermé, on va pour le Hezbollah, la résistance au Liban, va être obligée de se rabattre sur d'autres voies. Où les chercher? Ça, c'est une grande question qui se pose. Et à partir de là, comment conclure? Où allons-nous par là? En réponse à cette question, il me plaît de citer à votre sagacité un mémo présenté par Donald Rumsfeld, qui était alors chef du Pentagone, au général Wesley Clark. C'est un général qui était impliqué dans et ceci 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001, les attentats de New York, les Twin Towers. Et ceci à en croire le général lui-même. Il précise que, selon Rumsfeld, 7 pays arabes devaient, et je cite, passer à la casserole. Il s'agissait de quel pays? L'Afghanistan, l'Irak, la Libye, le Liban, la Syrie, le Soudan et l'Iran. Alors, ça, c'était
en 2001. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, tous ces pays sont passés à la casserole. Mais certains ont résisté mieux que d'autres. Maintenant, la Libye, elle a volé en éclats. L'Irak est devenu 3 entités. L'Afghanistan, il a résisté. Il a foutu, excusez-moi, il a chassé dehors il y a 2 ans, n'est-ce pas, comme, de manière absolument humiliante. On chassait les Américains de chez eux. Le Soudan, n'en parlons pas, ils ont déjà détaché le sud du Soudan et maintenant c'est Darfour qu'ils s'acharnent à détacher. L'Iran, ils ont essayé à maintes reprises, mais sans trop de succès. Peut-être la prochaine fois, peut-être on est à la veille de la prochaine tentative, on verra bien. La Syrie vient d'être déchiquetée, malheureusement. Le Liban, ils ont essayé de nous écraser dans cette guerre génocidaire qui a été lancée par Israël. Le Hezbollah, malgré toutes les pertes subies, a tenu bon. Mais jusqu'à quand? Ce que je vois se profiler par là, c'est un plan qui s'inscrit dans les rêves les plus chers des fondateurs d'Israël. Et pas seulement les fondateurs d'Israël, mais de beaucoup d'entre ceux, enfin les symboles de leur postérité, mais aussi dans les archives américaines, dans la loi qui a été votée en 85 au Congrès américain, une loi qui est restée secrète et qui vise à mettre en application les plans proposés par Bernard Lewis, celui qui propose pour le Moyen-Orient une sorte de plan Sykes-Picot 2. Non seulement Sykes-Picot a démembré la région, mais lui, il entend la pulvériser. Et pourquoi ça? C'est juste pour garantir les ambitions d'Israël et de garantir sa sécurité à long terme. Et malheureusement, il ne nous reste, nous autres, plus d'autre choix que de continuer à nous battre. Merci de votre... Excusez-moi de vous avoir retenu pendant si longtemps.